Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition de Point de bascule, l'édition en fait du mercredi 23 mai 2018. Et je vais commencer par nous excuser de ce léger retard qui est dû à des problèmes techniques qui sont survenus à la toute dernière minute et que notre ami André a dû rétablir rapidement, s'il vous plaît. Alors, ça semble tout fonctionner maintenant et on peut maintenant commencer l'émission. Bonsoir Jean-Claude. Ah ben, bonsoir M. Lehir. Hein? Et puis, comme d'habitude, on commence par l'actualité nationale et tu vas nous parler, toi, du dîner des Patriotes parce que tu étais présent. Ben, oui, je vais vous parler de ça. Vas-y. Ah oui, on y va tout de suite. Okay, on y va tout de suite. Alors donc, dîner des Patriotes, mais fin de semaine des Patriotes. Et puis, je suis allé au souper des Patriotes. Et puis, en fait, le Mouvement pour un Québec souverain, il y avait dédié cette édition-là à cette année, en 2018, au Parti québécois pour les députés sortants qui ont eu des prix. Et puis, il y avait... On parle de François Gendron, de Nicole Léger. C'est ça. Puis, il y avait tout le monde. Là. Il y avait Pauline Marois, Gilles Duceppe, il y avait Jean-François Lisée, il y avait... Martine Ouellette. Martine Ouellette, et oui. Et puis, donc, on était dans le contexte. Il y avait des députés du Bloc. Et puis, il y avait... disons, une distance, mais on n'a pas senti un malaise sérieux. Pas de froid. Non, pas de froid, là, pas de regard oblique, rien de ça. Là. Martine, d'ailleurs, on lui a donné le micro. Elle a pu s'adresser à l'Assemblée, là, qui était bon. OK. Alors donc, ça, c'était le souper des Patriotes. Cette fête-là, on comprend que c'est centré sur les Patriotes de 1837, 38 et depuis 2002. Et puis, moi, en tout cas, il y a quelque chose qui me dérange un peu là-dedans parce que pour une fête nationale des Patriotes, moi, je milite pour que ça soit étendu à tous les patriotes de toutes les régions, de toutes les époques, ce qui permettrait aux gens qui sont dans les régions de voir c'est qui a fondé le village, des choses comme ça là, qui les rattachent à leur histoire, à leurs racines. Et puis donc... Le but étant de faire corps avec son histoire. C'est exactement ça. Et puis nous, on réfléchit là-dessus. Et puis éventuellement, on a été sensible à quelque chose, c'est l'Assemblée des Patriotes de l'Amérique française, M. Yves Saint-Denis, qui, lui, fait la commémoration de Dollard Desormeaux. Alors oui. donc, ça fait quelques années, là, je me demandais c'est quoi son histoire à lui. Mais finalement, je me suis rendu peut-être 3-4 ans à la commémoration. J'ai écouté, tout ça, c'est intéressant, oui. Les gens, je ne sais pas là, s'ils sont assez familiers avec Dollard Desormeaux, la bataille des Lonceaux. Est-ce que Dollard Desormeaux a sauvé la colonie, etc.? C'est un temps fort de l'histoire. Et puis... Le fait est qu'il a, selon tous les rapports historiques, là, il a effectivement joué ce rôle-là. Oui, parce que sans le savoir lui-même, s'en allait faire une petite guerre là, pour débloquer la route des Fourreux, finalement, il y avait en tout 500 Iroquois qui s'en venaient sur Montréal et Trois-Rivières. Et lui, comme sa résistance était incroyable, ils ont dû tous se rendre là pour en finir avec lui, ses compagnons, ses 17 compagnons, et les deux chefs de la Grande Alliance, Anahuantaa, le grand chef Huron, lui, il était là parce que les Iroquois, ils avaient fait un raid sur la Huronie en 1649 et c'est pourquoi que les Hurons se sont rapprochés des Français. Rappelons que les événements sont survenus dans le cadre de Dollard Desormeaux, là, en 1660. Hein? Oui, c'est ça. Alors donc, ce qui est arrivé, c'est que, suite à la dramatisation de la situation de la sécurité en Nouvelle-France, bref, Pierre Boucher se rend en France et obtient du roi Louis XIV qu'il intervienne, prenne en charge la colonie. Et là, ils vont envoyer le régiment Carignan et les filles du roi pour relever le défi démographique. Et bon, et là, on était sur une lancée. Donc, ces événements-là, parce qu'il y a peu d'historiens qui
font le lien entre Pierre Boucher qui sera en France immédiatement pour obtenir... les événements, les événements du Lonceau. Du Lonceau qui ont dramatisé la situation. Alors donc, c'était... moi, à partir du moment où je me suis mis à réfléchir sur Dollard des Ormeaux puis chercher, j'ai vu qu'il y avait un lien entre ça et ça. Donc, Pierre Boucher, c'est quoi? Ça amène le roi, l'édit de création, qui est notre première constitution de 1663. On devient une province royale, donc le français est la langue d'État sur le territoire. Rappelons que cet édit de création n'a jamais été révoqué. Non, non. Le statut du français comme langue d'État sur notre territoire n'a jamais été révoqué. C'est juste la coutume coloniale qui nous fait perdre de vue que c'est ça le statut, et non une langue officielle, langue commune, langue de partage. Hein? Oui. Une langue de partage. Bon, ça ne veut rien dire. Des langues officielles, on peut en avoir plusieurs. Il y a une langue d'État. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, moi, je me demandais, à un moment donné, j'ai croisé M. Bernard Landry, puisque je voulais savoir pourquoi que la Fête nationale des Patriotes s'était centrée sur les Patriotes 1837, puis c'était pas comme ouvert à tous les autres. À tous les autres. Qu'on aurait pu... Alors, tu as rencontré Bernard Landry à l'occasion du dîner? Non, à un autre moment, dans une activité publique à Verchères. Oui, c'était pour le lancement de la revue Veritas Acadie. OK, d'accord. Donc, et c'est ça. Alors donc, j'ai posé la question parce que je voulais savoir sa réponse. Et puis là, il commence à me parler de... On l'a-tu... Oui, parce que je lui ai demandé... Pourquoi? Puis là, il m'explique... il te donne une réponse. Alors, tu as fait une captation de ça. Oui. Landry, on parle de la Fête nationale des Patriotes. Et à un moment donné, le moment où ça bascule, on passe de Dollard des Ormeaux aux Patriotes de 1837-38. J'ai choisi les Patriotes après avoir consulté d'abord plusieurs historiens, parce que le personnage de Dollard des Ormeaux est appuyé totalement par certains et critiqué lourdement par d'autres. Et surtout, comme il y a déjà des municipalités de Dollard des Ormeaux, il y a des rues, j'ai dit, les hommages qu'il méritait, il les a eus. Alors, cette journée-là, qui va devenir un jour férié où les commerces ferment et les gens ne travaillent pas, ça va être pour les Patriotes. Et puis, je ne l'ai pas regretté. OK. Maintenant, c'est la Fête nationale des Patriotes. On pourrait dire qu'on pourrait faire commémorer une série de patriotes qui sont apparus dans notre histoire, mais dans la façon de vous le présenter, c'est centré sur les patriotes de 1837-38. Exactement, oui. Il y a eu des patriotes, il y en a eu, il y en a toujours. Oui, il y en a toujours. On l'espère. Oui, mais ceux à qui on rend hommage, là, c'est ceux qui ont été impliqués dans les batailles. Il y en a qui ont laissé leur vie, qui ont été exilés en Nouvelle-Zélande et en Australie. Alors, c'est à ceux-là qu'on rend hommage. C'est ça. C'était une bataille, finalement, pour rétablir la volonté de la majorité, la volonté démocratique de la majorité sur le pouvoir anglais qui contrôlait. Et leur héritage, c'est la démocratie. Ils nous ont laissé la démocratie, ils voulaient nous laisser aussi l'indépendance, mais j'espère qu'avec la démocratie, on va aller à l'indépendance. Oui, parce qu'il y a pas, en réalité, il n'y a pas de démocratie tout à fait sans la souveraineté. Ah, tout à fait. C'est encore la reine d'Angleterre qui est notre chef d'État. Oui. C'est pas ça que les patriotes voulaient. C'est ça. Et puis la volonté du peuple, elle, est supposée être inclue dans les statuts de... Le peuple est souverain, c'est dans les statuts de la loi 99, la loi sur les droits et prérogatives du peuple et de l'État du Québec. Et puis, vous souvenez-vous de ce passage-là, au moment où ça s'est joué, ça, où le Québec allait adopter cette loi-là. Oui. Et puis, c'était quoi la stratégie? Puis qu'est-ce que, de l'intérieur, je ne demande pas les secrets du caucus, mais comment c'était perçu à l'intérieur de l'équipe? Non, d'accord, mais c'était aussi une réaction contre le rapatriement unilatéral et la Constitution que nous a imposée Pierre Elliott Trudeau, qu'on n'a pas accepté et qu'on n'acceptera jamais, parce qu'il a diminué notre pouvoir d'une façon extraordinaire. Il a créé le gouvernement par les juges. Ça veut dire que 9 juges à la Cour suprême à Ottawa peuvent annuler la décision de 125 députés à Québec. Qui représente la voix populaire. L'unanimité de l'Assemblée nationale sur la loi contre les écoles partielles, par exemple, c'est le bon sens même.
125 députés libéraux comme autres, comme péquistes, votent à Québec pour cette loi. 9 personnes à Ottawa la démantèlent. 9 perruques contre 8 millions de sucres. Exactement, tous nommés évidemment par le gouvernement fédéral. C'est ça. C'est une infamie signée Pierre-Éliott Trudeau. C'est ça. OK. Bien, merci, M. Landry. OK. Donc, c'était une captation que j'ai faite avec un téléphone. Donc, peut-être ça paraissait plus du moins bien, l'image, là, ou le son. Bref, moi, lors de ce souper-là, j'en ai profité pour donner à quelques décideurs, dont Jean-François Lisée, une note dans laquelle je demande que la Fête nationale des patriotes soit étendue à tous les patriotes, toutes les époques, toutes les régions. D'autant plus qu'il faut signaler, Jean-Claude, qu'il s'est produit quelque chose d'assez déprimant dans les années 60. Au moment où avec la Révolution tranquille, il faut comprendre que ça n'a pas été juste un mouvement politique, ça a été un mouvement d'ingénierie sociale également. Et il y a des gens qui, pensant agir avec de bonnes intentions, n'ont pas toujours compris quel était le sens de notre histoire. Et en particulier, il y avait dans la tradition religieuse du chanoine Groulx, etc., une pratique de glorifier autant que possible les événements de notre histoire. D'ailleurs, je veux dire, on le retrouve même dans le Haut-Canada, terre de nos aïeux. Ben oui. Hein? Ton front est ceint de fleurons glorieux. Bon, ben voilà, c'est de la tradition historique. C'était une histoire glorieuse. C'était l'histoire glorieuse. Mais point de bascule en 60. Point de bascule en 60, avec des gens comme le docteur Ferron, avec la remise en question du rôle de l'Église, on rejette cette vision glorieuse de notre histoire et on adopte une version honteuse. Ben oui. Dollars des Ormeaux, les filles du roi, etc. Tout Lui, ça, c'était un voleur de fourrure. Les autres, c'était des prostituées, etc. Voilà. Et puis, on glorifie à la place les patriotes de 1836, 37-38. Ouais. Et sans réaliser que les patriotes de 37-38, là, ils n'ont pas juste fait des bons coups. Ouais. Ben, ils en ont même fait des pas mal mauvais. En particulier, il y en avait un qui c'était de proposer une constitution dans laquelle le français ne serait pas la seule langue officielle. Non, c'était un Québec bilingue. C'était un Québec bilingue. Okay. Alors, vous comprendrez que les patriotes de 37-38, là, malgré la glorification qu'on en a fait, malgré le film de Falardeau sur cet épisode-là, qui, malgré tout, contient des éléments, effectivement, c'est glorieux, hein? Je veux dire, l'épisode de Chevalier de Lorimier, tout ça, bon, ça vaut la peine d'être souligné. Mais il faut quand même comprendre que l'expérience des patriotes de 37-38, elle n'est pas uniquement positive. Ben oui. Dans la déclaration d'indépendance, on voit que c'est un État bilingue. OK. Fait que ça posait un problème. En tout cas, quand j'aborde ça, les gens, ils grincent un peu. Ils grincent, puis je me fais pas aimer, mais c'est pas grave, parce que moi, je fais une lecture géopolitique. Exactement. Puis un État bilingue, à cette époque-là, aujourd'hui, on se considère... Exactement. S'il avait fallu que leur projet réussisse, on ne serait même pas là. Alors, on serait la Louisiane du Nord. On serait la Louisiane du Nord. Puis là-dessus, c'est tout un débat, mais que personne ne veut faire parce qu'ils sont très rattachés. Mais en tout cas, ça va être important à un moment donné de le faire. C'est ça. Ouais. Alors, on va aborder un autre point qui est celui-là aussi, suscite énormément de réactions et même de divisions, il ne faut pas se le cacher. C'est l'immigration. Et on va parler de la nouvelle politique d'immigration proposée par le Parti québécois. Qui suit immédiatement celle de Legault qui a été... qui a été décriée. Oui, décriée, oui. C'est le cas de le dire. Bon. Tiré dessus à boulet rouge. Ben oui. Bon. Justement, ça tirait du côté des libéraux très fort. Oui. Alors, donne-nous donc les éléments importants là, que toi, tu as relevés dans la politique de l'immigration proposée par le Parti québécois. Bien, l'autre, premièrement, juste pour dire, Legault, lui, il a posé un chiffre, bon, ça va être 40 000, mais les paramètres objectifs d'une réflexion sur l'immigration, hein, bon,
Hey. Occupe-toi pas de moi, la caméra. Ben non, la caméra est là. OK. Écoute, fait que Legault, lui, il met un chiffre, mais les paramètres du problème, là, on les a pas. OK? Alors donc, il met un chiffre. Après ça, il dit il va y avoir un contrôle des valeurs à un certain moment donné. S'il ne passe pas le test des valeurs au bout de 2-3 ans, là, les gens sont installés, commencent à être enracinés. Ils disent « Oups! Tu connais pas de l'ordre des hormones. Ils ne sont pas enracinés, Jean-Claude, ils sont installés. Oui, ils sont installés, oui, c'est ça, installés. On va faire la nuance parce que... Oui, parce que dans l'autre cas, ça pourrait être le fond. Voilà. OK. Et donc, c'est ça. Alors lui, puis là, il dit, on va dire à Ottawa, lui, il passe pas le test, mettez-le dehors. On comprend que c'est stupide. Je comprends pas qu'il y ait ça. On est... Okay. Dans le cas des libéraux, on le sait, c'est... plus 60 000 et plus qu'il y en a 80 000, c'est encore c'est mieux. des futurs votes libéral. Donc, c'est ça la logique de l'affaire. Oui. Et les moyens pour les franciser, ils les ont coupés pendant qu'ils augmentaient les entrées. Bon, on comprend ça. Maintenant, le Parti québécois arrive et dit écoutez, premièrement, le vérificateur général va aller nous chercher. Oui, parce qu'il y a eu des critiques importantes du vérificateur général sur la faillite du processus d'intégration. C'est ça, mais le problème, c'est que c'est tellement politique, là, chaud, que vous ne pouvez pas faire le débat. Pour faire le débat, il faut que le vérificateur général nous dise voici les études, combien de... Voici les faits. Voici les faits. À partir des faits, ceux qui prennent des décisions politiques peuvent dire bon, mais au moins on a objectivé le portrait. OK? Après ça, vous pouvez avoir des options. Eux autres, puis là, lui, le Parti québécois, c'est premièrement, un immigrant qui veut venir au Québec, avant d'entrer, doit avoir une maîtrise minimum du français qu'il doit apprendre s'il ne l'a pas. OK. Et donc, ça veut dire qu'il doit étudier le français, pas ici, à l'étranger, avant qu'on lui donne le permis d'immigrer. C'est un critère essentiel. Essentiel. Donc, déjà là, on joue sur la démographie au niveau du français au Québec. Ça, c'est très, 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 très important. Démographie, c'est le destin. On joue également sur le robinet. Oui. Ben oui, parce que c'est là que vous jouez. Le nombre, puis la culture. OK? Dans quelle culture ils s'en viennent? Alors donc, ça, c'est une chose. Ensuite, il y a des critères aussi un peu plus fins qui fait que vous allez avoir des Européens plutôt que d'autres par des compatibilités culturelles. Mais en plus... Pour faire l'arrimage avec les immigrants et l'emploi, vous allez en région, il y a des crises, là. Il y a des ruptures par rapport à... Puis ensuite, comme me l'a signalé une de nos auditrices régulières, à l'annonce des sujets qui allaient être traités, on oublie en même temps tout ce que ce processus-là de quelle façon il intervient dans le fonctionnement de notre société au niveau simplement de l'éducation, au niveau des régions, au niveau des mariages, des divorces. Il faut comprendre que ça joue sur l'ensemble du portrait et que ce n'est pas vrai que c'est juste de l'immigration. En fait, chaque nouvel arrivant remet en question notre modèle. Ben oui. Donc, mais là où c'est le plus facile de faire de l'assimilation, c'est en région. Oui. Vous comprenez? Parce que là, vous arrivez dans une... Ici, vous arrivez à Montréal, là, vous êtes dans une ville globaliste. Vous pouvez arriver n'importe où, à Toronto, n'importe quoi. Vous pouvez vivre là sans être en contact avec la nation française ici au Québec. Là. Tandis que quand vous êtes en région, là, vous êtes dans le ragoût de pâte de cochon, vous êtes dans ci, vous êtes dans ça. Vous êtes... Puis là, vous avez... Le monde, comment ils sont, ils aiment s'amuser, etc. Fait que ça a un effet d'entraînement, puis il y en a qui adhèrent à ça. La soupe aux gourganes. C'est ça. Puis là, ils adhèrent à ça, puis là, ils deviennent québécois. Tandis qu'à Montréal, à Côte-des-Neiges, entre anglophones ou entre peu importe qui, ils vivent dans le... un vase clos, un ghetto. Et c'est ça. Donc, la mesure de dire on va faire l'arrimage pour les emplois en région, il faut qu'il y en ait au moins 25 qu'on puisse placer en région.
OK? Fini la concentration Montréal. Fait que ça, c'est toutes des mesures qui Ensuite, jouent. je veux dire, comme façon pour assurer le respect de la disposition de français langue de travail, en région, tu n'as pas le choix. Non. Tout ça joue, là, OK? Voilà. Le facteur d'assimilation, là, on comprend que son plan, il est pensé pour jouer sur les variables de démographie francophone, parce que là, on décline. Là, c'est des mesures concrètes, paramétrées, pour dire, gars, on arrête, là, d'en additionner du côté anglophone, allophone, puis là, on s'en va additionner 100% francophone, même si quelqu'un baragouine le français, etc., mais il a déjà fait plus que la majorité. Là, Puis ensuite, cette nouvelle politique d'immigration a également une incidence sur l'enseignement supérieur, la langue dans laquelle il va être dispensé. Ben oui. Et puis, les gens qui vont vouloir s'inscrire à l'université, ils vont devoir, y compris à McGill ou à Concordia, ils vont devoir avoir une connaissance préalable du français. Ben oui. Puis, il faut qu'ils passent, pour avoir leur diplôme ici, le test d'un examen de français. Ça fait partie de la... Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ceux qui ne sont pas capables de sentir, ou peu importe, là, OK? Qui sont réfractaires, le vrai mot, là, réfractaires, bien, ils vont s'en aller ailleurs. C'est ça. OK? Fait que déjà là, vous avez une autre variable qui joue sur le poids. Mais tu comprends à quel point, par exemple, pour les institutions universitaires anglophones, une telle imposition peut constituer une menace dans la mesure où leur niveau d'inscription et donc leur niveau de financement qui correspond au niveau d'inscription va être affecté. Alors, il est temps de rétablir un petit peu l'équilibre, justement. Lui, il le fait en jouant sur ces variables-là, plutôt qu'en disant « on va réduire ça, puis qu'il n'y a pas de substance, là, concrètement, pour mettre ça en place. Là. Voilà. Alors, des déclamations, là. Comme a fait Legault. La proposition, la nouvelle politique d'immigration du PQ, là, a priori... elle passe, là. Médiatiquement, elle passe. Fait que c'est un élément, parce que ça, c'est une question piège, l'immigration. Puis ensuite, c'est une question déterminante dans les enjeux de la prochaine élection. Bien, c'est évident. C'est probablement aussi, même l'enjeu numéro 1. Oui, puis c'est piégeant, parce que l'autre, le Couillard, il arrive. Aussitôt que vous posez une question sur l'immigration, vous êtes un raciste, un xénophobe, mais là, à un moment donné, ça passe pas le test. Là, le monde, ils en ont plein de cases de ça. Là, ils voient quelque chose de concret. Ça a du bon sens, ça. Et puis, c'est ces pièces-là qui peuvent faire que le monde se dise, finalement, le Parti québécois, il y a un plan solide, puis il y a une équipe solide. OK. Alors, aussitôt que l'autre va s'enfarger... Oui. Alors, là, on va voir ce que ça va donner, là, de quelle façon ça va être reçu, pas uniquement par la critique médiatique, mais également par la population. Ouais. OK? Et on va voir quelle incidence ça va avoir sur le niveau de popularité ou de soutien au Parti québécois dans les semaines qui viennent. Alors... mentionnons en passant qu'il y a une avocate qui veut devenir présidente de l'aile jeunesse du PQ, Madame Maître Frédéric Saint-Jean, si ma mémoire est fidèle, qui dénonce la défense du Québec blanc, francophone et rural. On se demande ce qu'elle fait au PQ, celle-là. Bien, il y en a comme ça. Il y en a comme ça qui viennent postuler. Je ne sais pas ce qui va arriver avec elle. Je ne sais pas. Mais c'est juste comme... Ils font un appel du côté de certaines clientèles QS, parce que le problème qu'ils ont, le Parti québécois, c'est qu'ils sont tellement sur une base mince qu'il faut qu'ils rappaillent un peu dans toutes sortes de directions pour élargir leur appui, sinon ils ne prennent pas le pouvoir. Mais l'erreur à ne pas commettre, et que le PQ commet depuis assez longtemps maintenant, c'est de diluer son option au point où elle en perd tout son sens. Oui, mais c'est ça. Ça dépend comment ils vont venir avec d'autres morceaux concernant la culture et le patrimoine. Voilà. Alors, ça devient déterminant. Ben oui, puis ça, c'était une autre suggestion que j'avais sur ma feuille que j'ai donnée à M. Lisée. Tu passes tes messages. Oui, je passe mes messages. OK.
On a appris ces jours-ci, lors de la reprise du procès à Curso, qu'il y avait des choses assez spectaculaires qui avaient été évincées de la commission Charbonneau. Et en particulier, le témoin Théberge, qui était président, lui, d'une compagnie qui faisait affaire avec Accurso et qui était en collusion. Il collusionnait, hein, entre guillemets. Il témoignait sous serment de ça. Là. De ça. OK. C'est pas une rumeur. Non, alors, il a déclaré très clairement que la collusion portait pas uniquement sur les contrats de Laval ou de Montréal, mais également sur ceux du ministère des Transports, alors que cette question-là a été complètement évincée. Puis la commission Charbonneau était formatée, était contrôlée à tous les niveaux, peut-être pas avec la commissaire, mais les autres qui amenaient le matériel, là, ouais. OK, c'est sûr. Parce que lui, ce témoin-là, témoigne à la commission Charbonneau sur Laval, la municipalité, c'est terrible, mais il a témoigné aussi sur le MTQ. Oui, bien sûr. OK. Mais là, il ne voulait pas l'entendre sur le MTQ. Sur le MTQ. Puis, alors, c'est intéressant de voir que les procureurs de la Couronne qui ont ce dossier-là et qui le soumettent au tribunal, cette fois-ci... Bien, le gars, il parle. Puis c'est ça. Puis, ils ne sont pas embarrassés par le cadre de la commission Charbonneau. Donc, l'information qui était contrôlée par la commission Charbonneau peut maintenant sortir. Oui, c'est ça. C'est très intéressant. Alors, donc, le mot du jour, c'est collusionner. C'est ça qu'il dit, le témoin. Oui. Il dit, c'est à collusionner, pas juste à Laval, là, partout, là. Au ministère du Transport aussi. Bon, c'est collusionné. C'est un étrange néologisme. Mais c'est comme, ça peut juste être créé dans une circonstance comme celle-là. Oui. Ben, écoute, ça rappelle un petit peu, pour ceux qui ont de la mémoire, et moi, j'en ai beaucoup. Et puis aussi de l'âge, parce qu'il faut dire que ça aussi, je commence à en avoir beaucoup. Que ça rappelle un petit peu des expressions qui avaient été développées à l'occasion de la première enquête sur le crime organisé au début des années 70, où on avait développé un vocabulaire particulier, comme par exemple le morzou, hein? Ça venait des animaux morts ou malades. C'était de la viande avariée. Alors voilà le néologisme des commissions d'enquête. L'actualité nous fait surgir comme ça. Enrichissez votre vocabulaire. Vous en souvenez de ça, vous? Oui. OK. On rit parce qu'on est de cet âge-là. Mais... C'est ça. OK. Alors donc, on est là. Oui, alors... Ça. Mais ça nous amène à Hydro-Québec. Exactement. Hydro-Québec a aussi été abordé par inadvertance à la commission Charbonneau. Et là, c'était un témoin qui... Là, il dit... Ah oui, c'était M. George Dick. Okay, c'est ça. Qui témoigne que lui, il avait... Président de la compagnie RSW. C'est ça. Et que lui, à un moment donné, s'est fait aborder par... firme d'ingénieur. Marc Bibeau. Oui, c'est ça. Marc Bibeau. Qui lui avait demandé 100 000 $. Regarde, Hydro-Québec, c'est sous contrôle. OK, c'est ça. Alors, il dit, gars, on a besoin de 100 000 de toi. OK? Lui, il va faire affaire avec Hydro-Québec. Et Dick avait témoigné de ça à la commission Charbonneau. Oui. Là, mais jamais rien n'est advenu de ça. Il dit... Quand j'étais dans cette situation-là, j'ai été voir M. Vandal, Thierry Vandal, OK, PDG d'Hydro-Québec, et là, il lui dit ça, OK? Alors, il lui fait part de cette demande. Ben oui. Alors donc, situation assez troublante. Alors, à la commission Charbonneau, là, ils sont pognés avec quelque chose qu'ils ne devaient pas se présenter là. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le jour suivant, là, ils font venir du monde d'Hydro-Québec, André Caillé. J'ai pas vu ça. Ils n'ont pas fait venir Vandal. Vandal se fait dire par lui. Alors, Vandal, amène-les, puis est-ce qu'il vous a dit ça? Qu'est-ce que vous avez fait? OK? Oui. Non! C'est pas le bon témoin. Il emmène un autre. Qui est au courant de rien. Qui est au courant de rien. Il dit, c'est comme... Tu sais, je vous dis, vous avez 3 témoins qui vous accusent de vol, puis là, vous dites, pour ma défense, il y en a 300 qui ne m'ont pas vu. OK? C'est comme exactement ça qu'ils ont fait à la commission Charbonneau. Lui, il est venu dire, ben non, je ne suis pas au courant de ces pratiques-là. Non, on a des vérificateurs, on comprend toute la bullshit. OK? Mais c'est ça. Et là, on était sur le bord de Hydro-Québec. En réalité, on a
Ministère du Transport, Hydro-Québec. Les deux plus gros donneurs d'ordre au Québec, on parle de quelques milliards chacun par année. OK? Et là, le bonhomme dans la boîte, dans le procès à Laval, nous dit c'est collusionné là-bas. Mais pourquoi que ce ne serait pas collusionné aussi? Au ministère des Transports et à Hydro-Québec. Hein? D'autant plus que FAVA, ils ont sorti... Bien, Franco-Fava, la commission Bastarache, c'était très collusionné. De contrats. Oui, bon, c'était très collusionné. Alors donc, ce qu'on voit, c'est que Hydro-Québec, là, c'est énorme comme saignage du bien public. Et là, on en parle parce qu'on apprend dans les journaux ces jours-ci que Hydro-Québec gaspille chaque année des milliards de dollars en subventionnant finalement les producteurs d'électricité du privé. Par les éoliennes, la biomasse et même la centrale au gaz de Tracy, qui est le bout du bout. Oh non, ça, c'est... Alors, imaginez, là, on parle de milliards chaque année. Ah oui, c'est 1 milliard. On va juste dire, les libéraux ont installé leur monde, prendre contrôle. Hydro-Québec est devenu la chose du réseau libéral, du régime. Okay? C'est ça. Ça fait longtemps. OK? Et systématiquement, ils ont forcé Hydro-Québec. Et ça, c'est le témoignage de Thierry Vandal en 2013 en commission parlementaire. Il dit que c'était toutes des décisions politiques. OK? C'était pas les besoins d'Hydro-Québec. Non. On n'aurait pas fait ça, nous, parce que là, c'était le Parti québécois qui était au pouvoir. Ils l'ont ramassé, ils l'ont mis dans la boîte. Ouais. OK? Alors donc, toutes des décisions politiques. Et là, privatisation des filières gaz, privatisation des éoliennes, puis là... La biomasse. Puis la biomasse qui arrive là-dedans, et les petits barrages. Alors, l'argument des libéraux, c'est de nous dire, oui, mais ça crée de l'emploi en région. Écoutez, l'emploi en région, là, il y a moyen de faire ça. Hydro-Québec aurait tout fait ça. Là. Pour que ce soit rentable. Ben oui, ils ont... Et Hydro-Québec, avec ses propres moyens, aurait pu créer de l'emploi. Mais le régime libéral, en prenant le pouvoir avec la réingénierie puis la grosse sacoche, là, OK, qui nous vantait le privé, c'est bien meilleur, le privé, c'est bien meilleur. Bon, ça, là, OK... Les partenariats publics, les fameux partenariats publics-privés. Écoutez celle-là. Ils ont interdit à Hydro-Québec de développer ces filières-là. Autrement dit, une entreprise qui est spécialiste sur la planète pour développer ces filières-là, il est tasse parce que ce ne serait pas bon, c'est public. Oui, non. Et là, il arrive des totos de partout qui se font, entre autres, TransCanada Énergie qui arrive pour la centrale au gaz de Bécancour. Oui. OK? Ils ont signé un contrat, supposément qu'il y avait besoin d'électricité. Ça, c'en était une, mais il y avait 10. Je me souviens du plaidoyer d'André Caillé pour... Puis là, c'est Vandal qui est là, OK? Alors, Vandal, bon, il signe ça, un contrat pour jusqu'à 2026. Et puis, en 2008, ça fait 12-13 mois qu'elle fonctionne. On n'a pas besoin d'électricité. OK? Alors là, le contrat, il est bétonné de telle manière que, là, ils sont passés le 2 milliards. Ils ont parlé d'1,4 milliard dans le devoir. Mais ça, c'est juste le remplacement de capital. Ils vont finir à 3 milliards. Puis dernièrement, cette année... Quand tu dis ils vont finir à 3 milliards... Là, de pénalité. De pénalité. Pour ne pas que la centrale Autrement fonctionne. dit, on paye... Pour ne pas qu'elle fonctionne. Pour empêcher... Parce que, savez-vous, c'est quoi l'argument? Quoi? C'est que si elle fonctionnerait, ça nous coûterait plus cher. Oui. OK, ça, c'est le Parti de l'économie, OK? C'est ça. Le Parti libéral de l'économie. C'est le Parti libéral de l'économie qui nous fait faire des dépenses de plusieurs milliards. C'est ça. Ça, c'est OK? Inutile. Dans le cas des éoliennes, OK? Ils ont signé à 12-13 cents le kilowatt, OK? Mais quand le Parti québécois a pris le pouvoir, ils ont signé un contrat. Savez-vous à combien? 6 cents. 6 cents, bon. Voyez-vous, là? OK? Et donc, là, présentement, on a des surplus d'électricité que les autres ont achetés. On n'a pas besoin. L'Hydro-Québec a dit, regarde, ça ne correspond pas à nos besoins. Ce n'est pas notre stratégie. Mais ils ont été mandatés par le gouvernement pour le faire. C'est ça. C'est une commande politique et ça coûte exactement le surplus d'électricité qu'on achète à gros prix, y compris les centrales au gaz de TransCanada qui coûte 150-200 millions par année de pénalité. OK, tout ça, ça coûte 1 milliard par année. 1 milliard par année. Puis là, on sort une autre histoire. Ils ont signé avec les papetières,
puis la biomasse. La biomasse. Puis ils achètent ça à des prix de fou. C'est ça le problème. Ben oui. Ils l'achètent à 12-13 cents, ils le revendent à 4 cents. C'est ça. OK? Méchant plan d'affaires. Ça, c'est le parti de l'économie. Non, je peux rien, là. Oui. Alors, Donc, ça, c'est Hydro-Québec. Et savez-vous quoi? oui. Je pense qu'il y a des gens qui sont sur le cas de Hydro-Québec. Et je pense que des gens qui ont commencé le grand ménage de la corruption au Québec. Ouais. Et puis, Ça va sortir. ça va sortir. C'est sûrement un de leurs dossiers. Sûrement. On peut dire... On a On a des raisons de croire là, qu'il faut que s'occupe des de ça. motifs En tout cas, raisonnables et probables de croire que... On leur donne une mission, là. OK. Alors... On parle de CC. Évidemment, on parle de cccorruption.com. C'est ça. Et évidemment, on parle... tout ça, évidemment, met en relief l'importance du contrôle de l'État. À l'heure actuelle, on comprend qu'avec les libéraux, le contrôle qui s'exerce n'est pas celui de l'État, mais c'est celui du Parti libéral sur l'État, de façon à profiter aux petits amis du régime. C'est qui contrôle l'État au profit de qui? Exactement. Okay? C'est la Et clé. à l'heure actuelle, c'est clair que ces machinations-là ne rapportent rien aux Québécois. Au contraire, Ben non. leur coûtent la peau des fesses. Ben non. Là, on a parlé d'Hydro-Québec. C'est 1 milliard saigné chaque année. Oui. Ça fait combien d'années? Ça fait... Bon, déjà. OK? Ça, c'est ça. Ouais, Mais le ministère du Transport ne saura pas. Puis, on parle juste des filières énergétiques, ici. On ne parle pas des contrats d'Hydro-Québec, là. Non. OK? Non. Secret absolu. Oui, c'est ça. Il y a plein d'autres choses. Ils se sont battus. Savez-vous quoi? Hydro-Québec, quand le Parti québécois était au pouvoir, était à un cheveu de faire mépris de Parlement. Oui. Oui. Parce que Hydro-Québec ne voulait pas venir. Écoutez, Ben, ça gagne là. OK? c'est ça. C'est ça. Alors, bon, autre sujet, là. À l'heure actuelle, faut devenir conscient d'une chose, à quel point l'hypothèque, moi j'appelle ça comme ça, là, ONQS, pèse lourdement sur le mouvement souverainiste. Et puis sur les intérêts de la nation et sur les intérêts de la nation. Québec. On traîne à l'heure actuelle, dans le décor, les reliquats de ON qui se sont infiltrés, et notamment au Bloc québécois, Ben oui. qui marchent la main dans la main avec Québec solidaire. Et on accepte ça, alors que, je veux dire, il faut regarder les choses bien en face, là. Vincent Marissal est candidat de Québec solidaire. Il est candidat où? Ben, dans le comté de Rosemont, où se présente Jean-François Lisée. On ne peut pas avoir une meilleure illustration de l'incompatibilité entre les intérêts de Québec solidaire et de ON qui marchent avec la main dans la main parce qu'ils sont unis, là, et du Parti québécois. Et donc, le mouvement souverainiste continue à faire comme si on pouvait faire ami-ami avec ce monde-là. Ben non, c'est devenu des adversaires. Ben non, mais les autres... Il faut se réveiller, là. Ah oui, ils sont dans la logique. Plus qu'il va y avoir des partis souverainistes... C'est pour eux autres, le contrôle de l'État, c'est pas l'enjeu. Non, bon. L'enjeu, c'est des idées. Oui, On embrasse des idées, pendant ce temps-là, les autres brassent des milliards. Voilà. À notre détriment. À notre détriment. Bon. Et il faut Merci, comprendre une chose, patriote. c'est que plus on divise le vote souverainiste, plus on se nuit. Ben. Hein? Quand j'entends des gens, moi, parler de la réforme du système électoral puis l'introduction d'une mesure de proportionnelle, je m'arrache les cheveux. Ben oui, mais le peu qui me reste. Vous avez la CAQ puis les libéraux sont assis au pouvoir. Puis ils sont là. Puis c'est le même réseau. Les médias, évidemment, c'est le même réseau. Donnent un écho bien davantage que ce qu'ils méritent à ces propos-là. Ben oui, mais c'est pas probable. Et ça se fait systématiquement à notre détriment. On doit comprendre que plus on multiplie, plus qu'on éparpille notre soutien à droite et à gauche et en haut et en bas, plus on s'éloigne de notre objectif. Oui, mais vous savez, quand ils ont fait, en tout cas, un long parcours pour essayer de se rapprocher pour qu'ils puissent faire une alliance pour la campagne électorale qui aurait fait du sens, là, dans le fond. Ça aurait... Mais, tu sais, c'est le mariage de... stratégie pour supposément des souverainistes qui prennent le pouvoir, OK? Maintenant,
partir du moment où il y avait une entente, là, Gabriel Nadeau-Dubois, etc., il était d'accord, là, c'est ça qu'il fallait faire, là, mais le Politburo qui contrôle Québec solidaire, OK, le Politburo en arrière de McGill, là, OK, eux autres, là, ils haïssent la nation. Oui. OK, c'est une haine, c'est viscéral, OK? Et il haïssent le parti qui porte cette nation-là, en partie, disons, le Parti québécois, OK? Eux autres, la cible, OK? C'est les francs-tireurs du Parti libéral, ça, les plus efficaces, OK? La cible. Et là, tous les petits francophones qui sont là, dans ce comité-là, là, qui ont pris le trou, OK? Pour se faire diriger par le Politburo anglophone de QS. C'est ça, là, OK? Alors, c'est terrible. Mais là, gars, le problème que j'ai... À un moment donné, Jean-Claude, là, quand on veut faire de la stratégie, là, il faut être capable de reconnaître ses amis de ses ennemis. Ben oui. Et je dis bien ennemis. Oui. Parce qu'à un moment donné, les appeler des adversaires, Alors. ça laisse supposer qu'à un moment donné, il y a une possible réconciliation. Mais lorsqu'on se met à parler d'ennemis, bien, on comprend que c'est eux ou nous. Et à l'heure actuelle, on est dans cette situation-là. C'est ça. Bien, le problème qui se pose, à partir du moment où le Politburo a mis la guillotine sur l'affaire, OK? Oui. Là, Ça devient des ennemis. OK? Et qu'est-ce qu'ils font à la table du comité D'ailleurs, du ils oui? se comportent en ennemis à l'endroit du Parti Ben québécois. oui! Qu'est-ce qu'ils font à la table du oui? Le oui... Oui, Québec. Oui, c'est ça. OK, cet organisme-là qui est censé réunir les partis souverainistes, blablabla, bla, puis ils sont pas capables de faire une analyse aussi simple que qui va prendre le pouvoir en 2018. OK? Alors, donc, ceux-là, normalement, le Parti québécois devrait, dès que le QS a pris sa position, le Politburo, on sort du oui ou eux autres sortent du oui. Un des deux, parce que là, ils sont assis à une table qui leur donne une crédibilité qu'ils ne devraient jamais avoir. Mais pas, OK? un statut. Un statut, exact. Une stature. Exact, OK? Alors donc, c'est un ou l'autre. D'autant plus que ce oui-là est en train de faire la promotion d'un programme qui n'est pas le programme du Parti québécois, mais le programme de Québec solidaire sur une constituante, c'est-à-dire le processus qui mènerait à un référendum, passe par une constituante élargie, populaire, etc. Alors idéaliste total. Si on veut vraiment faire de la division et, passez-moi l'expression, foutre le bordel, il n'y a pas meilleure initiative que celle-là. Ben non, celle-là, elle est parfaite. Là. Elle est parfaite. C'est ça. Et donc, alors ça lèvera jamais de terre. C'est ça. Alors que le Parti québécois prend le pouvoir 1er octobre, il y a une constitution qui se fait à partir de... La loi 99. C'est sur les assises de la loi 99. Et sur cette suggestion que nous fait très gentiment la juge Claude Dallaire dans la décision qui a été rendue que sur vous avez eu l'occasion de... la constitutionnalité de la loi, elle nous le dit. Elle dit... L'article 45 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique permet aux provinces de se doter d'une constitution. Elle va même jusqu'à dire très charitablement que la loi 99 constitue les premiers éléments d'une constitution québécoise. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Ben oui, c'est la position, c'est le ressort du départ. Voilà. Sur les assises des affaires d'État et non pas des pays rêvés. Et eux autres, ils sont dans le pays rêvé. Et là, le oui a pris ça, et le Parti québécois est là. Alors que le Parti québécois, sa constitution, c'est tout de suite. C'est pas un jour peut-être. Tu remarqueras que dans la loi 99, il est question du peuple québécois et de l'État québécois. Ben oui. Il n'est pas question de pays. Non. Et je vais vous dire une chose, c'est par l'État qu'on accède au pays et pas autrement. Ah non. OK? Écoutez. Si un jour le Québec devient indépendant, c'est parce qu'il aura eu un État fort. Moi, je pense que si Lisée sortait, parce que quand il a fait la ligne Politburo, là, il a... OK? Mais là, il faudrait qu'il revienne avec 2-3 bonnes shots, dont le comité du oui, là, il sort ou on sort. Oui. OK? Puis votre histoire là, de constituante, tout ça, c'est pas ça qu'il faut vous vendiez. En 2018, 1er octobre, nous autres, on est élus, on a une constitution qui va se mettre en place.
en partant au mandat. C'est tout. C'est tout. Là, vous avez la loi 99, le peuple est souverain, l'État du Québec, etc. Puis là, vous avez une constitution de cet État-là. Bien là, vous êtes en train de construire la bâtisse, pas sur le terrain du rêve, mais sur le terrain réel. Là, voilà. C'est aussi simple que ça. Bon, là. on va accélérer un petit peu parce que allez-y. le temps Moi, presse. je ne sais pas à quelle heure qui est. Moi, je la vois à l'heure. Ouais. Les médias fédéralistes pressent le gouvernement d'adopter le projet de loi 87. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce projet de loi-là, Jean-Claude? Bien, ça, là, c'est des fonds publics qui viendraient financer. Tous ceux qui ont signé ça, les médias, c'est des fédéralistes, y compris le Devoir, OK? Alors donc, eux autres, ils se voient partir, là, OK? Parce que pour se maintenir dans un contexte comme on est du numérique, ça prend plusieurs plateformes, ça prend une source de contenu, etc. OK, Ça coûte des sous. Ça coûte, puis les revenus sont sucés par les grands Google, Facebook, puis les etc. médias sociaux. C'est ça, ça suce tout. Ils ont perdu 80 des revenus publicitaires au Québec avec ça. Là. Fait qu'ils s'en vont. Ah, OK. Fait que là, l'État va venir à la rescousse. Là, c'est les fonds publics qui vont venir à la rescousse de médias. Hein? Québécois n'est pas là-dedans. Il n'est pas demandeur. Là, OK? Non. Alors donc, ils vont venir à la rescousse des médias fédéralistes pour nous vendre une propagande fédéraliste. Et là, qui appuie ça? Le PLQ puis la CAQ. Non? Il y en a un autre. QS, évidemment. QS! Oui, Québec solidaire. Ben, bien sûr. Ben oui, OK. Là, ils vont subventionner les grosses poches à quelque part pour nous vendre une propagande qui est exactement contre leur raison d'être selon ce qu'ils disent. Oui. OK? Ça ressemble de plus en plus à PLQS. Hein? Oui. Québec solidaire des libéraux. Voilà. Alors, fort heureusement, le Parti québécois ne semble pas prêt à tomber dans ce panneau-là. Parce qu'il faut comprendre que cette loi-là, pour qu'elle puisse venir au secours des médias, dans les délais qui sont courts, il faudrait qu'elle, vu l'état des travaux de l'Assemblée nationale, il faudrait que ça puisse se faire uniquement avec le vote unanime de tous les députés. OK, c'est ça. Savez-vous ça veut dire? Alors, ça veut dire que si le Parti québécois s'y objecte et si Martine Ouellette s'y objecte, parce qu'on a vu le pouvoir qu'elle détient. Ah oui. Et sa suggestion, qui était très intelligente, ben oui. sur donner la subvention aux journalistes, leur un crédit d'impôt. C'est tout. C'est tout. Merci, bonjour. Voilà. Okay? Alors donc, mais savez-vous quoi? Ça veut dire que ces médias-là, ils ont un compte à régler avec le Parti québécois qui va avoir bloqué leur affaire. Ah ben oui. Les journalistes, là, les journalistes, alors, là, la Fédération québécoise des journalistes... L'FPJQ, là. C'est ça. Alors, donc, vous allez avoir cette brigade-là de journalistes fédéralistes là, en conflit d'intérêts dans la couverture de la campagne. Ben oui. OK, une chance que Pierre-Carl est là. Oui, une chance. Dernier article dans la politique nationale, l'actualité. La Colombie-Britannique conteste la constitutionnalité de la nouvelle loi albertaine donnant au gouvernement de cette province le pouvoir de lui couper le pétrole et le gaz. Alors ça, c'est la fameuse affaire Trans Mountain et le fameux pipeline Kinder Morgan. Et là, on savait que la Colombie-Britannique avait décidé de s'adresser au tribunal de la Cour suprême de Colombie-Britannique pour lui demander de se prononcer sur la validité de sa réglementation. C'est ça. À l'endroit... Et évidemment, on était dans un processus qui nécessairement allait se dérouler sur plusieurs années, ce qui était loin de faire l'affaire de Kinder Morgan et du gouvernement fédéral. Mais difficile d'intervenir dans un processus judiciaire comme celui-là. Après tout, le gouvernement de la Colombie-Britannique était tout à fait justifié, c'était tout à fait dans ses droits de s'adresser, de faire une telle demande à sa Cour suprême. Bon. Mais là, ça va plus loin. En réplique à ça, voilà que l'Alberta, elle, a décidé d'adopter une loi qui lui donne le pouvoir de couper le gaz et le pétrole à l'Alberta parce qu'elle se comporte en mauvais partenaire. De couper le gaz à la Colombie-Britannique parce qu'elle se comporte en mauvais partenaire. Alors là, ça devient plus grave et là, ça devient l'objet d'un autre recours que la Colombie-Britannique intente
pour faire invalider la loi albertaine qui la menace. Qui est une violation, selon son allégué, du cadre constitutionnel canadien. Or, on est dans la violation du cadre constitutionnel depuis beaucoup, disons, 2 ans avant. OK? Ça a commencé de même. Il faut comprendre, on est dans les intérêts qui sont majeurs. Voici. Donc, la politique est faite d'intérêts et de rapports de force. Et là, on va le vérifier. Et donc, les intérêts sont tels que le cadre constitutionnel ne peut pas arbitrer accommoder. Ça. Et ça. Alors, là, ça explose de partout. La première fois que cette pipeline-là, il y a déjà eu une entente avec la Colombie-Britannique le mois de mai l'année passée. Christy Clark, qui était la première ministre, chef du Parti libéral, avait finalement signé. Mais elle, là, quand elle a signé, là, elle avait une clause de perception de droit masquée par du juridique, là, mais c'est à ça, là. Alors là, elle est en violation de la Constitution. Personne n'a dit un mot parce que, finalement, le pipeline passait, OK? Mais là, le parti de NPD, avec les Verts, ils prennent le pouvoir puis ils font une coalition. Il faut comprendre que le parti au pouvoir en Alberta, c'est également le NPD. Oui, c'est le NPD. Les couleurs là-dedans, ça ne veut plus rien dire. Plus rien dire le cadre constitutionnel non plus. Ce qui compte maintenant, c'est les intérêts. C'est ça. Et donc, le parti vert NPD, ils se font élire, puis les autres, ils disent non, ce contrat-là, il y a un problème. Et donc, ils vont ils ont dit dans l'élection qu'ils prendraient tous les moyens légaux, OK, pour les épuiser dans le temps. OK, sans qu'ils réussissent. Alors donc, ils sont en train d'utiliser les tribunaux pour ça. Et puis là, ce qu'ils font, c'est que selon ce qui est dit par Ottawa, parce que Ottawa dit, écoutez, là, vous venez de bloquer quelque chose qu'on a approuvé à Ottawa, on a juridiction exclusive sur la question, puis là, vous focoyez avec le POC, là, OK? Donc, ils ne sont pas dans le cadre constitutionnel, les autres. Et là, l'Alberta venait de le dire. Les autres disent, ouais, mais là, s'ils nous bloquent avec ça, bien, nous autres aussi, on passe une loi, puis là, on coupe. C'est une autre violation du cadre constitutionnel. Tout ça pour dire que... Le cadre constitutionnel canadien, il est en train d'éclater. Et puis, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'il est en train d'éclater ailleurs qu'au Québec. Bien, c'est ça. Alors qu'on nous dit c'est tranquille sur le front constitutionnel. C'est pas vrai du tout. Ça n'a jamais été... Il voulait aller cogner à la porte. Ça n'a jamais été plus explosif qu'à l'heure actuelle. C'est le cas de le dire, parce que on comprend que c'est la 2e plus grande réserve de pétrole non conventionnel au monde. Okay? Et puis, il faut comprendre... En Alberta. Il faut comprendre que c'est un enjeu pas juste pour la Colombie-Britannique ou pour l'Alberta, mais c'est également un enjeu pour le gouvernement fédéral. Oui, bien oui, parce que là, il y a une grosse pression sur Trudeau, OK, pour qu'il utilise pouvoir déclaratoire ou peu importe. Il ne peut pas utiliser le pouvoir déclaratoire. Il peut toujours le faire parce que vous êtes au Canada et le premier ministre du Canada peut faire. Mais est-ce que ça a une portée? Ça n'a aucune sur le plan juridique. Alors, savez-vous c'est quoi qui se passe avec ça? Parce que là, on a le Québec, parce qu'ils ont suspendu l'idée d'un Énergie-S. Il n'est pas éliminé, OK? Alors donc, ce qui arrive, c'est qu'ils ne pouvaient pas le jouer. Il ne pouvait pas le jouer pendant l'élection du Québec parce que le Parti libéral était mort. Il y avait ça, mais il y avait également d'autres raisons qui tenaient évidemment au prix du pétrole. Oui, ça joue ces variables-là, mais la volonté politique, là, il y a une constante, OK? Une constante. Alors donc, ce qui arrive, c'est qu'en Colombie-Britannique, il y a 17 comtés de Trudeau, là, le Parti libéral, là, 17 comtés-là. Il va en perdre une grande partie dès qu'il va se mettre à japper pour le vrai. Là. Oui, absolument. Qu'il va vouloir mordre, là. Alors, OK. Là, il s'applique... Trudeau est exposé en Colombie-Britannique. Il n'a de toute façon aucun soutien en Alberta. Et Scheer, à l'heure actuelle, le chef du Parti conservateur, a le vent dans les voiles avec un nouveau sondage qui lui donne et donc, je lis 46% du vote. Il dépend du Québec pour se faire élire, pour garder le pouvoir. Ouais. Il dépend du Québec pour garder le pouvoir. Dans quelle situation qu'on est exactement? OK? On dort au gaz, là. Ah, nous, on est endormis. Alors, tu parles de dormir au gaz, mais je soulignerai que dimanche, il y aura une manifestation au Québec
organisée par la Fondation David Suzuki, là, contre le projet, une manifestation contre le projet Kinder Morgan. Ben oui, mais savez-vous... Alors, pour une fois que je suis d'accord avec David Suzuki... Non, mais sauf qu'eux autres sont incapables de tirer la conclusion. C'est-à-dire que pour le territoire du Québec, là, il y a le Parti libéral, la CAQ sont d'accord pour Énergie Est, parce qu'ils vont revenir, OK? Ils vont revenir, OK? Surtout s'il y a des incidents au Moyen-Orient, on va en parler tantôt. Oui, là, le pétrole va s'en aller à 200 $, puis là, wow, la réserve prend de la valeur, OK? Il faut que ça sorte, OK? Alors, donc, c'est ça. Alors, eux autres, là, ces organismes-là, puis ça a été le cas ici, ils sont pas capables de comprendre que nous, là, on a une base où, du point de vue de la géographie, on a l'hydroélectricité. C'est un cadeau de la nature. De la nature, OK? Et donc, c'est ici qu'est le levier. Mais ils ne veulent pas le dire, OK? Ils pensent que le Canada, ils vont le transformer, ça ne sera plus un pétrostate. Mais je regrette, là, la réserve, là, est énorme, OK? Puis qui mène? C'est pas Trudeau, là. Trudeau, c'est un pantin, là. OK? Oui, hein? Il y a une constante entre Trudeau et Harper sur la politique énergétique, hein? Oui, oui. Une surprise. Faut le faire. Surprise. Ben oui, mais le monde, il croit... au Père Noël. Il croit aux publicités, puis il croit aux médias, là, ici, là, qui, justement, Radio-Canada, qui a eu un gros cadeau quand le Parti libéral a été élu. OK? Il croit à ce monde-là qui parle de ça, puis qu'il leur donne le micro, puis ils ont du fun ensemble, mais sur le fond, OK, ils n'arrivent pas à prendre une position qui est consistante avec vraiment l'objectif final. C'est ça. C'est-à-dire que juste l'État souverain même du Québec qui est un levier pour tous leurs vœux. Parce que là, ça demeure des vœux. Okay? Oui. Quand on parle à Trudeau, on comprend qu'ils sont dans les vœux. OK. Carte de Noël. Alors, Hallmark. OK. Bon, OK. L'acheter à la pharmacie. OK. Alors, là-dessus, sur ces... on va passer à l'autre chapitre. On se fait haïr, là. Oui. Ah, c'est ça. On va passer à l'autre chapitre, notre actualité internationale. OK, parfait. Bon, on fait un break 30 secondes. Normalement, Non. On sert de l'eau, là. C'est 30 secondes. Normalement, quand il va avoir le budget, André, il va y avoir une fille qui va venir nous servir du vin, pareil comme dans Tout le monde en parle. Ça va être classe, puis on va montrer que ça progresse, puis que c'est sérieux. OK. Alors, pour l'instant, on va aborder, premier sujet sur l'actualité internationale, c'est la formation d'un nouveau gouvernement en Italie après plusieurs semaines. Mi piace. Ouais, et alors là, tenez-vous bien, ça va brasser. Parce que c'est un gouvernement qui est issu de formations qui n'ont jamais exercé le pouvoir auparavant. Un gouvernement issu de la Lega del Norte. Enfin, ça s'appelle maintenant tout simplement la Lega. Ça n'est plus del Norte. C'est un parti qui est originaire du nord de l'Italie, de la Lombardie, et qui représente des intérêts des gens du nord, qui n'ont absolument rien à voir avec ceux des gens du sud. On se comprend. Alors, donc, la Lega fait partie de cette coalition. Et également, en font partie le mouvement 5 étoiles, Cinque Stelle, de M. Luigi Di Maio. Et ils se sont finalement entendus sur le choix d'un premier ministre qui est une personnalité neutre, qui ne dérangera pas trop et qui aura pour tâche de faire, si on veut... de projeter une figure d'unité sur cette alliance qui est quand même assez particulière. En fait, il faut comprendre également que cette alliance n'a pu se former qu'avec la décision de M. Berlusconi, qui dirigeait, lui, le parti Forza Italia, qui avait quand même remporté un pourcentage appréciable de votes, de dire, écoutez, je ne m'objecterai pas à la formation d'un gouvernement de la Lega et de Cinque Stelle, et je vais le supporter. Alors, ils ont maintenant un gouvernement
qui est présidé par un professeur de droit de l'Université de Florence, M. Giuseppe Conte, je crois. Oui, Conte. Conte, et qui est une personnalité peu connue dans les milieux politiques, qui a toujours été un peu effacée, qui n'est même pas une sommité sur le plan universitaire, mais qui offre les garanties nécessaires aux deux partenaires de la coalition. Mais là, alors, c'est le programme sur lequel ils se sont entendus pour gouverner qui, évidemment, cause problème. D'abord, proposition numéro 1, on demande à la Banque centrale européenne d'effacer 250 milliards de dettes de l'Italie. Pas de dollars, d'euros. D'euros, excusez-moi. Oui, d'euros. 250 milliards d'euros, c'est 300 milliards de dollars. OK? C'est d'argent. Alors, il faut comprendre que c'est quand même une somme appréciable, 300 milliards, que, évidemment, c'est hors de question pour la Banque centrale européenne, et qui est contrôlée par les Allemands. Et ce que représente, ce que demande cette nouvelle coalition, c'est l'antithèse de tout ce que soutient l'Allemagne depuis des générations. Alors, ça coïncide, ça, avec l'annonce qu'un groupe de 150 économistes allemands suggère qu'un pays puisse désormais quitter l'euro, okay? La zone de l'euro. Alors là, ça, c'est nouveau. Et ça nous donne une indication parce que des choses qui vont venir, parce que la coalition a également à son programme de continuer avec l'euro, mais d'introduire une nouvelle monnaie qui, elle, à l'intérieur, qui serait ajustable au gré des conditions économiques, comme ça a toujours été la pratique en Italie avant l'introduction de l'euro. Il faut comprendre que depuis l'introduction de l'euro, l'économie italienne est en stagnation totale. Et donc, l'Italie n'a aucunement profité de la faible croissance économique qu'il y a eu, que l'Europe a connue depuis 10 ans. De toute façon, c'est 2,5 %, là, il n'y a rien pour se tirer en l'air. Et les Italiens, eux, ils ne sont même pas à 1,25 ou 1,5 %. OK? Alors, ça va changer beaucoup de choses. Et évidemment, parmi les autres choses que l'Italie met de l'avant, évidemment, c'est la suppression des sanctions contre la Russie. Oh. Mais en même temps, on demeure l'allié privilégié des États-Unis. Essayez de réconcilier ça. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais ça promet. OK? Et tout ce qu'on soupçonne, hein, c'est qu'il y a du branle-bas de combat à l'horizon en Italie et en Europe. Non. Mais juste un petit commentaire aussi. Eux arrivent au pouvoir en réaction à l'invasion migratoire. C'est ça qui fait réagir. Enfin, autrement, ces gens-là ne sont pas au pouvoir. Et puis donc, l'invasion migratoire est due à quoi? Pour l'Italie, au fait que des avions chasseurs, bombardiers, sont partis d'Italie pour bombarder la Libye. Et là, la porte s'est ouverte et le flot arrive. C'est un retour sur l'investissement. Allô, investissement. Ben oui, mais c'est ça. Oui. Alors donc, là, comprenez, c'est une dynamique qui dépasse le monde, puis là, ils vont essayer de contenir ça. Maintenant, eux, avec leur politique, qui est une politique souverainiste en passant. Ah, oui. Très souverainiste. Très souverainiste, qui va à l'encontre de la politique de la soumission des États-Unis. Ben oui, puis au cadre de l'Union européenne, qui est un démantèlement, une déstructuration des États, puis une dissolution des nations dans un grand tout qui contrôle, on ne sait pas. Alors donc, il y a un retour là, et puis ce retour-là, par contre, vous êtes dans un rapport de force, puis on l'a vu, on avait déjà parlé, le cas de la Grèce, ils ont fait des sparages, puis éventuellement, ils se sont couchés. Ouais. Okay? Parce que quand les guichets automatiques qui étaient fermés la fin de semaine, là, ça a pris 3 jours pour les mettre à la raison. S'en aller pour faire le match qu'eux autres proposent, là, faut que vous soyez prêtes, là. Oui. Faut que vous soyez prêtes. C'est-à-dire que votre monnaie est prête. Oui, c'est ça. Votre monnaie est prête à distribuer, là. Oui. Okay? Ils sont là. Prenez le contrôle des banques, là.
Oui. OK? Il n'y a plus d'euros qui sortent de là, c'est la monnaie locale, etc., etc. Ça va provoquer une consolidation dans le secteur bancaire en Italie et l'élimination de toutes les banques qui sont insolvables. Et Dieu sait s'il y en a une peste. Ben non, mais c'est pas ça. C'est que toutes les banques centrales sont contrôlées, OK? C'est dans une matrice, OK? 95% des banques centrales au monde sont contrôlées. Sont contrôlées de New York. Oui. OK? Donc, de Bâle. C'est ça. Puis là, l'euro, pour avoir leur argent, OK? C'est ça qui est arrivé en Grèce. Ils ont coupé l'alimentation des billets. Oui. Pic, fini. Oui. Mort étouffé. Mort étouffé, c'est ça. Okay. Là, si vous réalisez que vous n'êtes pas en contrôle... Non, ça, non. Hein? Votre argent ne vous appartient pas. Ah, non. OK? Elle appartient. OK? C'est ça, la vraie histoire. Et donc, eux, c'est bien beau, on a des sparages verbales, le monde, ils ont des humeurs, mais là, on est en guerre. Je vais le répéter encore une fois parce que c'est fondamental à la compréhension du système monétaire international. C'est que les dépôts que vous faites à la banque deviennent un passif pour la banque. Passif pour la banque, mais ils rentrent dans le capital de la banque. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent radier le passif pour se maintenir vivant à flot. C'est aussi simple que ça. Autrement dit, vous êtes le collatéral de leur jeu de casino. C'est ça. Donc, les banques ont ce pouvoir qui a été confirmé il y a quelques années au G20 à Sydney, en Australie. Et le Canada a adopté une loi cachée, complètement, là, mais on a réussi à découvrir que c'était dans le budget de dans des dispositions. Oui, c'est ça. Ouais. Et que cette loi-là permet aux banques canadiennes qui sont susceptibles de subir une crise systémique, donc un événement qui mettrait en cause, risquerait de compromettre la stabilité du système bancaire canadien, serait justifié dans de telles conditions de se recapitaliser à même les actifs de leurs déposants. Exactement ça. Exactement ça. Pas rien, là. Autrement dit, votre argent peut servir à recapitaliser, il n'y a pas une journaliste, y compris le mouvement Desjardins. Ouais, ben oui, parce que le gouvernement fédéral a incorporé, pour les fins de cette loi-là, le mouvement... Leroux était très heureuse d'amener le mouvement Desjardins là-dedans. Alors que c'est eux autres qui ont le ratio le plus solide. Voilà. OK. D'avoir net par rapport au dépôt. C'est ça. Ouais. Alors vous comprendrez qu'on est à la merci à l'heure actuelle de pas grand-chose et qu'avec tous les brassages qui s'annoncent, on risque d'être secoué solidement, y compris jusque dans notre portefeuille. L'Italie, je suppose que ça va aller, là. Bon. Mais ça fait juste ajouter un morceau de plus. Hein? Ah oui, c'est ça. Alors, on va parler maintenant du Venezuela. Il y a eu des élections dimanche. Des élections qui ont eu lieu sous le feu nourri des États-Unis, qui ont tâché par tous les moyens de déstabiliser le gouvernement Maduro. Et malheureusement, le résultat pour les États-Unis est plutôt décevant parce que le gouvernement Maduro a été réélu avec une majorité très confortable. Il y a eu 46 % de suffrages exprimés. Ça correspond, c'est même supérieur au niveau de participation aux élections américaines, en passant, on le soulignera. Et Maduro a obtenu, lui, je pense, pas loin de 60 % de ses, et peut-être même plus de ces votes-là. Alors, c'est quand même impressionnant comme résultat, compte tenu de toutes les menaces, toutes les actions dont... Là aussi, sabotage économique. Sabotage économique complet de la part des États-Unis. Et ça va même jusqu'à comment dirais-je, la mise en place d'un plan, master plan, là, comment ils sont appelés? Ça a été dévoilé dans le site Réseau Voltaire par une journaliste italienne, là,
avec un nom italien en tout cas, qui montre comment le CENTCOM, c'est-à-dire le commandement militaire qui est affecté pour la zone de l'Amérique du Sud des États-Unis, le CENTCOM, on lui a confié la tâche de complètement déstabiliser le régime vénézuélien. Ouais, ça fait longtemps que ça dure. Et là, il y a eu une déclaration à l'issue du scrutin dimanche du fameux groupe de Lima auquel appartient le Canada et 15 autres pays d'Amérique centrale et latine, là, ou 14, qui condamnent évidemment l'élection qui s'est produite et qui dit que ça c'est frauduleux, etc. Bon, bref, les critiques habituelles. Et ça, c'est parce que les États-Unis ont envoyé un mot d'ordre pour ne pas qu'ils participent. Comme ça pouvait leur donner l'argument que c'est une élection qui n'avait pas de légitimité. Ensuite, il faut comprendre que le Venezuela est un très important producteur de pétrole, ben oui, mais que sa production de pétrole a chuté, ce qui fait grandement l'affaire et des États-Unis et du Canada, dans un contexte où les prix étaient bas, parce que ça éliminait un concurrent. Ben oui. Mais alors, aussi, ça rendait... Parce que là, c'est stratégique, c'est-à-dire que ça mettait la direction politique en difficulté parce que les recettes ne rentrent pas. Ça veut dire qu'il va y avoir du resserrement puis du mécontentement dans la population, etc., etc. Mais ils ont accéléré ça parce qu'ils sabotent les réseaux pour fournir la marchandise. Puis, bon, là, il y a des pénuries. Puis là, on monte tout ça. Mais malgré tout, les Vénézuéliens ont démontré, comment dirais-je, une détermination qui commence à ressembler de plus en plus à celle des Cubains. Oui, mais c'est pas la même culture. Non, c'est pas la même culture. Les Vénézuéliens sont des habitués de la rente pétrolière et puis ils n'ont pas beaucoup développé de choses par eux-mêmes. OK? Et puis, c'est ça la difficulté. Pour créer une autonomie, puis cette rente pétrolière-là leur était versée bien souvent par des compagnies américaines. Ben oui. Alors donc, tous les gens, ils vivaient de la rente pétrolière. C'est ça. OK? Ils vivaient de cette rente-là, puis à ce moment-là, bon, ben, t'as pas à... Mais malgré tout, je veux dire, ça fait quand même plusieurs années que ça dure maintenant, et on pensait qu'avec la mort de Chavez, que ce gouvernement-là n'allait pas subsister très, très longtemps. Ben, Chavez est mort il y a déjà 4 ou 5 ans. Ah ouais. Et puis, il dure. Ouais, ouais. Et puis, il parvient à se faire réélire avec une forte majorité. Oui, c'est parce que la base là, des gens qui n'avaient rien de la rente pétrolière, là, qui souffraient beaucoup, là, eux autres, ils s'accrochent à un petit quelque chose en lien avec le pouvoir. Et puis, ils sont armés. Et... le problème... Et ils sont déterminés. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est... il fallait qu'ils fassent une révolution qui était complète. Oui, mais bon... demi-révolution. On ne va pas s'éterniser sur ce sujet-là ce soir parce qu'on en a d'autres à couvrir. Allez-y. On apprend, là, franchement, un autre développement spectaculaire dans la situation. Le Russiagate, là, aux États-Unis, c'est fini. On vient de comprendre que, avec les informations qui sont sorties en fin de semaine, que le FBI, la CIA et le ministère de la Justice ont comploté pour espionner l'organisation électorale de Trump. Et là, Trump a demandé à la suite de ces révélations-là qu'au ministère de la Justice, qui est lui-même impliqué dans cette affaire-là, de porter des accusations contre les personnes qui l'ont espionné. Donc, il y a un scandale d'espionnage aux États-Unis à l'heure actuelle qui dépasse maintenant les proportions de Watergate. Ils appellent ça le Spygate. Et c'est en train de renverser complètement la donne et de faire disparaître complètement le fameux... Oui, mais le Russiagate, ouais. Mais là, remplacé par quoi? Par l'Ukrainegate. L'Ukrainegate. Oui. Oui, bien sûr, parce que là... Il y a des montants... Oui, parce qu'on cherche à impliquer Trump dans le versement de sommes par l'entremise de son avocat au gouvernement ukrainien. Non, c'est le contraire. Ils ont payé un groupe, pas le gouvernement ukrainien, un groupe d'Ukrainiens. Ont payé 400 000 $ pour avoir accès à Trump
au travers de son avocat. OK? Et là, donc, là, on a un lien direct avec une puissance extérieure qui vient influencer les décisions américaines. Mais pourquoi ils ont sorti cette carte-là? On comprend qu'il était... Oui, mais... Moi, je ne suis pas... ça, c'est un incident qui va être mineur. Ouais, mais... Oui, oui, mais qu'est-ce que ça dit? Oui. Hein? Ça dit qu'il y a des gens qui ont sorti ça, puis normalement, l'Ukraine est couverte. Pour leur défense, ils font flèche de tout bois, là. Ben oui, c'est ça. Donc, ils ont sorti ça, et mais là, ils ont brûlé une carte ukrainienne que normalement est cachée. Oui, oui. Ben, c'est à leur détriment. Caché. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est une guerre civile à l'intérieur des institutions à lesquelles on assiste. Ouais. Et puis, une fuite en avant, puis on arrive au Moyen-Orient. Alors là, ça va pas bien, là. Il y a des... À partir du moment où le FBI et la CIA sont compromis, ça commence à faire très dur. Et ça survient, ça, dans le contexte de la nomination de Gina Haspel à la tête de la CIA. Et un excellent article d'une journaliste américaine qui s'appelle Caitlin Johnston, dont je vous traduis le titre, « Le masque amical des oligarchies orwelliennes est en train de tomber ». Et elle prend tous les exemples d'intervention de la CIA au cours des dernières années. Vous écoutez, c'est un paragraphe comme ça. Et vous dire, on a tous lu ou entendu à un moment donné mais lorsqu'on on présente tout ça là, dans un paquet, je vous prie de me croire que c'est drôlement impressionnant, même lorsqu'on est habitué à lire ce genre d'informations. Non, c'est un état de façade. Rien de ça, là. Oui. L'état profond, là. L'état profond. Alors, l'état profond, à l'heure actuelle, il est menacé plus qu'il ne l'a jamais été par les dénonciations là, à propos du FBI, de la CIA, du ministère de la Justice. Et j'apprenais en fin d'après-midi que même l'agence où travaillait Snowden, National Security Agency, oui, la NSA. Même la NSA est impliquée dans cette affaire-là. OK. Elle est toujours impliquée. Toujours impliquée. Parce que c'est eux autres qui ont tout le jus. Alors, là, il y a des personnes qui sont nommées, James Clapper, Brennan, qui, lui, s'était acharné sur Trump au moment de son élection et qui c'était un ancien directeur de la CIA pendant 5 ans sous Obama. Et d'un seul coup, là, la table est tournée, puis c'est eux les criminels. Ça change la nature des choses, ça. Ben. Alors, à ce point qu'il y a des gens qui hasardent, qui évoquent même l'hypothèse d'un attentat contre Trump. Mais je pense pas, parce que Trump... C'est une hypothèse? Oui, mais Trump, c'est un... Trump, c'est un pion qui a une grande valeur dans un jeu géopolitique, planétaire, et il répond exactement à merveille à ce qu'on demande de lui. Et ça, c'est des puissances qui sont pas mal supérieures à d'autres agissants intrigants. Ouais. C'est ça. Mais là, on découvre qu'il y a l'état profond et puis les forces dont tu parles qui ne sont peut-être pas nécessairement sur la même longueur d'onde. Non. C'est ça. C'est ça. Par rapport à des politiques intérieures. Alors, oui. Pour revenir à Trump et aux effets de ses décisions, l'Europe va s'effondrer. Il faut s'attendre à ce que l'Europe s'effondre devant les menaces de sanctions américaines. C'est ça. Un chiffre. 600 milliards. 600 milliards de business d'échanges annuel. OK? Oui, c'est ça. Alors, il n'y a aucun pays européen qui est en mesure de prendre des risques avec des chiffres. Puis déjà, la France avait ouvert la porte pour dire, voici, Trump va arriver avec un plan B. Le plan B étant une renégociation de l'entente sur le nucléaire pour l'étendre à, finalement, ces 12 points que le pompeux, là, Pompeo arrive. Pompeo. OK? Ces 12 points-là... Puis ces 12 points-là, écoutez, je veux dire, c'est farfelu.
Il n'y a aucune cohérence de l'un à l'autre. Non, c'est ça. Non, l'Iran renonce à sa défense, renonce à avoir une politique extérieure et ouvre se soumet entièrement, complètement soumis au processus décisionnel américain. Qui est en réalité israélien, parce que toute cette lutte-là contre l'Iran, le nucléaire, tout ça, c'est pour répondre à une crainte de l'Israël par rapport à l'Iran. Oui. Les États-Unis, c'est quoi leurs intérêts là-dedans, vraiment? Aucun. Alors donc, c'est ça. Alors, même qu'ils se trouvent à perdre parce que ça. Boeing va perdre beaucoup de commandes. Ah non, ça, c'est marginal pour eux autres. 30 milliards. Ça leur a coûté 3-4 000 milliards au Moyen-Orient depuis qu'ils sont arrivés en Irak. Là. Il y a des milliers de morts, là, ils s'en foutent, OK? Ça pèse rien. Vous pensez en termes d'intérêts américains. Ce ne sont pas des intérêts américains dans le jeu contre l'Iran. Les Américains étant un État zombie, OK? Qui est habité par des gens qui s'en vont quelque part avec ça. Et c'est très inquiétant. Oui. OK? C'est très, très inquiétant. Parce que là, on est au Moyen-Orient. Là, le centre de ça, c'est la Syrie, l'Iran, le Liban, OK? Et l'Israël. Parce que pour sécuriser l'Israël, il fallait, premièrement, disposer des Palestiniens, puis aussi neutraliser les États, les puissances autour qui auraient pu participer à une résistance par rapport aux visées de l'Israël. C'est ça. La doctrine d'État d'Israël, c'est le sionisme. Ça représente un territoire qui déborde l'Israël qu'on a connu de 1948. Là. Ça s'en va plus largement. Bien sûr. Et donc, il y a une réaction à ça. Il y a un axe de résistance qui a pris naissance. Je me suis amusé en regardant, en lisant justement aujourd'hui ces informations-là, puis je me suis fait la réflexion. Au fond, Israël est en train de payer le prix des frontières mal acquises. Hein? On disait autrefois, bien mal acquis ne profite jamais. Bien, il faut croire que frontières mal acquises ne profitent jamais non plus. Bien, ça dépend s'ils peuvent imposer effectivement cette vision-là politique, ce projet-là politique. Ils ne peuvent pas le faire seuls. Mais ils ne peuvent pas le faire sans résistance. Ils ne peuvent pas le faire. Bien, ça... Et c'est pour ça que ça leur prend les États-Unis. Il y a un coût à cette résistance-là. Bon, bien sûr, couvert en grande partie par les États-Unis, comme tu le soulignes, mais également un coût pour Israël, le pays lui-même. Oui. Et puis, ce coût, c'est celui de l'usure. Oui, c'est ça. Mais eux autres, c'est une vision de très long terme. Hein. C'est comme un récit biblique qui s'accomplit. Oui, bien sûr. C'est ça qui est... On comprend ça. C'est ça. Ils sont dans le récit biblique. C'est ça. Tu sais, l'année prochaine, à Jérusalem, ça dure 500 ans. Eux, ils ont obtenu les frontières de 1948 et pour eux, les frontières de 1948 ne constituent qu'un point de départ pour la reconstitution du Grand Israël de la Bible. Ah oui, c'est ça. Grosso modo, là, ça devient leur doctrine d'État. C'est ça qu'il y a à comprendre. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Alors, c'est pas important. Évidemment, tous ceux qui se font empiéter dans le processus sont évidemment les pieds meurtris. Ah oui. OK? Et ça regime. C'est ça, exactement ça. Mais ils sont alors, Gaza, c'est ça. Puis dans les pays de résistance, comme l'Irak, la Libye, etc., bon, le plan, c'est de les faire imploser, tout simplement. OK? Ouais. Et puis, ça s'était très bien parti avec la Syrie, jusqu'à ce que les Russes viennent s'interposer, parce que, finalement, ce qui était visé, c'est l'Iran, après la Chine, après c'est la décomposition de la Russie par des sabotages à l'interne, etc. Puis dans le ventre mou de la Russie, là, dans les républiques oui, exactement du Sud. Ça. Donc, pour les Russes, c'est une question existentielle. On s'en va là c'est là qu'est la ligne de front. Voilà. OK? C'est là qu'est la ligne de front. Et là, ça a changé la dynamique. Et là, ça a créé un espace pour que des forces vraiment qui s'opposent là, dans la résistance, le Hezbollah et l'Iran... Ça donne des résultats. Qui sont venus en Syrie et là, qui sont en train de tasser les pions
Voilà. Alors, les tu vois, supplétifs. ces jours-ci, là, on apprend que l'armée syrienne a repris le contrôle sur les environs de Damas avec l'évacuation des derniers terroristes de Yarmouk vers Idlib. C'est ça, exactement ça. Donc, les zones, là, s'étendent de libération, là, ils s'étendent de plus en plus. Et pour l'Israël, ils ne peuvent pas accepter que l'Iran vienne s'installer à leurs frontières. Non. Et non seulement... Alors, puis les Hezbollah, de l'autre côté... Encore une fois, tu vois, à la suite des 12 commandements de Pompeo, là, et la Russie et la Syrie et l'Iran ont déclaré que l'Iran était parfaitement justifié. La présence de l'Iran en Syrie était parfaitement justifiée parce que c'était à l'invitation du gouvernement syrien. Dans le cadre de la Charte des Nations unies. Et dans le cadre de la Charte des Nations unies, de la même façon que la Russie, alors que ce n'est pas le cas ni pour la France, ni pour la Grande-Bretagne, ni pour les États-Unis. Ils sont tous en violation de la Charte. Y compris même la Turquie. Oui, c'est ça. Et donc, ils sont tous en violation de la Charte. La Charte a fait quoi? A garanti la souveraineté des États. C'est ça. Alors donc, on voit les éléments globalistes là qui s'agitent. C'est ça. Mais l'affaire c'est que, donc, l'Israël ne peut pas tolérer que l'Iran gagne du pouvoir, s'approche de la frontière. L'Iran a des capacités militaires impressionnante. C'est pas Saddam Hussein, là, OK? Non, ça va faire mal, là, OK? Et donc, l'Israël a décidé que la question devait se régler plus vite que plus tard, parce que plus ça va aller, plus que l'État syrien reprend contrôle de son territoire, plus que la capacité des armements arrive. Donc, et d'ailleurs, c'est toi-même qui me faisais remarquer avant l'émission, Jean-Claude, que l'Iran avait des moyens de défense électronique très puissants qui pouvaient même avoir une portée jusqu'en Syrie. Et que l'Iran pourrait parfaitement les déployer s'il fallait que l'assurance soit menacée. C'est ça. Donc, et que ces moyens-là sont supérieurs en puissance au fameux S-300 que la Russie a décidé de ne pas envoyer. Sauf qu'on apprend que des armes équivalentes au S-300 pourraient être fournies à la Syrie par la Chine également et par la Corée du Nord. Et il se trouve que justement, en ce moment, il y a une exposition de la Syrie qui se déroule à Pyongyang. Disons qu'il y a des capacités qui augmentent continuellement et c'est pour ça que l'Israël décide d'éliminer la source de la menace le plus tôt que plus tard. Et donc, on a les conditions réunies. Présentement, on a un conflit de très basse intensité par rapport à ces puissances-là. De temps en temps, ils envoient des missiles, mais c'est pas grand-chose. Mais là, on va avoir à l'échelle régionale un conflit de haute intensité, grave et avec répercussions planétaires. Pourquoi? Parce que c'est immédiatement le pétrole qui se met disons que les morceaux se mettent en place pour ça. Les conditions sont réunies. Les conditions sont réunies. Je ne vois pas comment ils peuvent sortir. Je veux dire, pour l'instant, là, le pire... il ne faut pas toujours s'imaginer que le pire va survenir. Mais disons que le pire peut se produire. Oui. Tout se met en place. Avant d'agir, les États-Unis et l'Israël vont offrir un plan de paix aux Palestiniens qui est complètement ridicule, là, qui serait une soumission totale et complète, là, OK, un renoncement, et donc inacceptable, mais qui va permettre aux alliés arabes de l'Israël, dont l'Arabie saoudite, d'avoir une excuse de dire les Palestiniens ils ont refusé la main tendue de la paix, donc ils méritent, on les lâche. Ils méritent les sorts, on les lâche. Ça fait longtemps qu'ils ont lâché, là, c'est comme ça, OK? Alors donc, et là, ça permettrait d'avoir quelques pays arabes qui embarquent dans ça. Et là, écoutez, ça va être grave, là, OK? Parce qu'il va y avoir... Et ça va commencer au Liban. Au Liban, oui, parce que les Hezbollah, ils ont minimum centaines de petits missiles qu'ils peuvent envoyer sur l'Israël. Et donc, l'Israël va devoir éteindre ce feu-là. Oui.
Ben, d'abord, s'assurer qu'elles ne puissent pas être atteintes par ce feu-là. Bien, ils ne peuvent pas, avec leur dôme de fer, là... Oui, mais il n'est pas très efficace, là. Non, mais 100 000, là, ouais. OK, vous épuisez vos ressources, là, assez vite. Sur des petits missiles. Non. Les événements des derniers jours, là, la fameuse attaque sur le Golan, en réplique à celle d'Israël sur plusieurs bases en Syrie, ça a fait mal, ça a fait très mal. Les Israéliens ont perdu beaucoup d'agents de renseignement. Oui, il y avait des unités... Des unités de renseignement très, très spécialisées. Hautement stratégiques. Hautement stratégiques placées sur le Golan, puis c'est du monde qui a disparu, là. Ouais. Et ensuite, ça a révélé la fragilité du dôme de fer en question. Puis aussi le fait que quand vous avez l'Iran qui est à votre frontière plutôt qu'à 1000 km, là, vous n'avez pas bien le temps de voir venir. Donc, c'est cette menace-là. Là. Puis là, il y a une dernière déclaration, ministère de la Défense israélien dit « Nous, on va aller dans le ciel syrien, parce qu'ils ont eu un avion d'abattu, en réalité 2, mais on va aller voler en Syrie pour frapper les cibles iraniennes. » Puis on ne veut pas... En réalité, ils frappent pour aider les terroristes dans certains endroits, mais bref, ils frappent les forces syriennes. Bref, mais ils disent, on veut y aller, puis s'il y a une batterie antiaérienne qui s'active contre nos avions, là, on va aller là, puis on va éteindre tout ça. Ouais, OK, c'est ça. Mais pour l'instant, là, on est encore au stade des fanfaronnades. Là. Non, mais non, c'est des posters. Non, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Oui, mais pour l'instant, je veux dire, tant et aussi longtemps que le premier missile n'a pas été lancé, il n'est pas lancé. Non. OK? Non, alors, bien sûr qu'il y a du posturing, comme on dit en anglais. Là. Il y a des menaces, des imprécations qui sont lancées de part et d'autre. Mais disons que le niveau augmente dangereusement et qu'on n'est plus très loin d'un affrontement réel. Oui. Puis on va comprendre que l'Iran va envoyer des missiles en Arabie Saoudite, en Syrie, sur les bateaux américains, etc. Là, ils sont équipés pour faire du dégât. En même temps que tu dis tout ça, là, il y a quand même des bonnes nouvelles en Syrie. On apprend que l'autoroute M5 reliant le nord au sud de la Syrie est désormais ouverte à la circulation. C'est un important développement parce que c'est un axe stratégique pour le commerce, pour le transport. Du nord au sud là, de la Syrie, ça c'est important. On sait aussi que, tu mentionnais la déclaration qui a été faite par Israël concernant ses intentions de pouvoir aller sur la Syrie, mais il faut quand même comprendre que avec les événements qui se sont produits sur le Golan il n'y a pas longtemps, là, depuis ce temps-là, il y a eu des mots d'échanger, mais rien que des mots. Non, c'est ça. Ils préparent une offensive massive. OK? Va-t-elle avoir lieu? Ça va dépendre comment ils vont négocier l'histoire des Palestiniens, mais va-t-elle avoir lieu? Mais ils la préparent et les conditions sont réunies. Et de part et d'autre, ça va être extrêmement grave et avec une répercussion planétaire. Et si à un moment donné, parce que eux autres, les Américains et les Israéliens veulent que les Russes ne s'interposent pas, OK, pour cette mission-là, qui ont d'éliminer l'Iran et le Hezbollah. Alors donc, ils veulent que mais si les Russes s'interposent... Là, on change de... On est dans un conflit mondial. Oui, okay? Tout à fait. Et potentiellement nucléaire. Potentiellement. OK? C'est ça, là. C'est ça qui se dessine. OK? Fait que... On prie. Oui. Mais fais pas le prophète de mauvais... non, mais moi, je fais juste une lecture géopolitique. Là. Oui. OK? C'est ça la réalité, là. Tout ceci se passe alors que on constate une escalade brutale de la situation dans le Donbass. Le Donbass, là, rappelons que c'est cette portion qui est à l'est de l'Ukraine et qui est largement peuplée par des russophones. Et donc, qui sont attachés
au lien avec la Russie, pour des raisons culturelles et linguistiques qu'on peut facilement comprendre, économiques aussi. Et là, l'Ukraine, d'un seul coup, là, a décidé d'augmenter la pression sur le Donbass parce que ils ne veulent, pour l'Ukraine, il est hors de question de respecter les accords de Minsk. C'est des accords qui avaient été conclus en Biélorussie, à Minsk, avec l'Allemagne, la France, la Russie et l'Ukraine, OK? Et qui n'ont finalement jamais été respectés par l'Ukraine et qui prévoyaient une espèce de statut fédéral accordé au Donbass, provincial avec sa propre autonomie pour pouvoir fonctionner normalement. Alors... statut particulier. C'est un genre de statut particulier. Okay? Et ça avait été négocié là, et accepté par les puissances en question, là, dont je te parle, la Russie, la France. Même les États-Unis étaient partie prenante aux accords de Minsk. Alors, donc... ça s'anime. Ça s'anime. Ça s'anime sur ce théâtre-là aussi. Et puis, il est évident que l'animation de tous ces théâtres-là participe d'une stratégie d'ensemble. Ben oui, vous avez juste... L'Ukraine et la Syrie, là, ce qui unit ces deux cas-là, là, c'est la lecture que faisait Mackinder, c'est-à-dire contenir l'Eurasie. Et là, il y a deux passages comme ça, puis ça donne c'est l'Ukraine, puis ça donne c'est la Syrie ici. Ouais, voilà. Alors donc, voilà, puis surprise, surprise. 2 points de conflit. C'est 2 points de conflit. Voilà. Hein? Autre point, enfin 2 autres points. Ben, alors, dans les jours qui viennent, on l'a déjà signalé dans les semaines passées, mais là, on comprend qu'il y a une intense activité diplomatique dans les 2 prochains mois. Le Forum économique de Saint-Pétersbourg qui se réunit à compter de demain en Russie et auquel sera présent le président Macron. Oui. Alors évidemment, il va y avoir des discussions au sommet avec Poutine, c'est clair. Il est reçu, Macron, à Saint-Pétersbourg en écho à la réception qui avait été faite à Versailles par Macron au moment où Macron a été élu. 2 mises en scène monarchiques. 2 mises en scène monarchiques, intéressant de le noter. Il y a le G7 dans Charlevoix, hein? Ça s'en vient, là, c'est dans les semaines qui viennent. Et alors là, imagine-toi comment les différents protagonistes vont se regarder comme vraiment des chiens de faïence avec tout ce qui brasse à l'heure actuelle. Ils sont couchés. Ouais, ben... Bon, il y a des sparages, de la rhétorique, mais... Bon, mais ça, disons que ça va quand même être intéressant de voir la dynamique. OK? Et on va voir aussi si Justin va porter des nouvelles chaussettes. OK? Hein? C'est à peu près le niveau de sa contribution. OK? Il y a la fameuse rencontre Kim Jong-un et Trump à Singapour, mais il semblerait que ça s'en aille tranquillement sur la glace, compte tenu des dernières interventions faites par John Bolton, le conseiller national à la sécurité américaine. Quel brillant bonhomme. Et, tu sais, les derniers grands événements, que ce soit la Crimée ou la Syrie, sont survenus à l'occasion des Jeux olympiques. Oui, notoire. Hein? Bon, puis là, il y a un mondial de football. Moi, je ne serais pas surpris qu'on assiste à des sparages à l'occasion du mondial de football. Pour gâter la fête. Le Donbass serait idéal. Ça serait une bonne affaire. Du côté des ben ouais, pour dire « Ah, il faut sortir là, il faut sortir de là. » On boycotte comme des jeux. On boycotte, c'est ça. Alors, et puis, disons qu'on va avoir Des quoi? Des semaines intéressantes à vivre. Ben oui, c'est voilà. Surtout inquiétant pour moi. Oui. Mais toi, tu es pessimiste. Je ne suis pas pessimiste, je fais de la géopolitique. OK. Alors, on va arrêter sur ça et sur cette note-là. Et puis, on vous remercie de votre attention.
On s'excuse encore une fois pour le petit retard en début d'émission qui est dû à un problème technique. Et on constate fort heureusement que la suite s'est bien déroulée. Merci André. Et on vous rappelle que c'était Point de bascule, édition du mercredi 23 mai 2018. Et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Prochain bascule.